il s'est posé une problématique très simple dans les années 60, c'est que l'Afrique était le seul continent qui n'avait pas de livre d'histoire et qu'il était important de pouvoir rédiger ce qu'on appelle l'histoire générale de l'Afrique depuis l'apparition des premiers hominidés jusqu'à la période contemporaine. Est-ce qu'on allait s'enfermer, je dirais, dans une discussion africo-africaine? Ça a été, je dirais, le côté extraordinaire de l'UNESCO, c'est de permettre une réunion de chercheurs internationaux qui allaient pouvoir débattre de la question. Mais la chose, c'est que la direction de l'UNESCO, qui a organisé les débats et qui a eu l'occasion de s'entretenir en privé avec les chercheurs internationaux, s'est dit que s'il n'y a que 2 spécialistes africains face à un aéropage de savants internationaux, ça va être quand même une raclée pour les spécialistes africains quelque part, parce qu'ils vont avoir des spécialistes en tout, hein, en égyptologie, en anthropométrie, en fait, vraiment des gens qui vont venir avec leur technicité démonter leur thèse. Lorsque l'UNESCO demande au professeur Cheikh Anta Diop de se pencher sur le chapitre qui va concerner l'histoire antique africaine avec la civilisation de l'Égypte, le professeur Cheikh Anta Diop dit « Je ne veux pas rédiger cette partie seul dans mon coin, puisque dès que je vais publier mes écrits, ils vont être attaqués par tout le monde. Et il sera trop tard pour faire un débat d'aéropage de savants. Alors, moi, ce que je propose, c'est que nous allons débattre de cette question dans un cadre ouvert et scientifique, en demandant à tous les pays occidentaux d'envoyer leurs plus grands spécialistes dans ce débat. Et moi, je prévois d'avoir 2 autres spécialistes africains à mes côtés, dont le professeur Théophile Obenga et le 3e qui n'a pas pu venir. Bon. Maintenant, il dit qu'il faut donner 1 an d'avance aux spécialistes pour qu'ils aient le temps de retenir cette date-là dans leur agenda et pouvoir effectuer leur déplacement et faire préparer leur intervention dans le cadre du débat. L'UNESCO organise ce colloque au Caire en 1974. On se retrouve face à 2 camps. Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient noirs. C'est le camp du professeur Diop et du professeur Obenga. Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient des blancs à peau noire. C'est écrit dans le document de Jean Vevis. C'est des blancs que personne n'a jamais vus. Des blancs à peau noire et à cheveux crépus. C'est-à-dire c'est des blancs qui existent seulement lorsque quelqu'un a fumé quelque chose ou a bu de l'alcool. Mais dans le monde réel, ces blancs-là n'existent pas. Et vous vous retrouvez avec un aéropage de savants qui vient discuter de choses sérieuses avec une thèse qui est absurde. Bon. Mais que dit la direction de l'UNESCO ? Dès que le débat a commencé, alors qu'ils pensaient que les Occidentaux avaient des arguments sérieux, c'est-à-dire avaient des éléments probants, c'est-à-dire des fouilles archéologiques, des tests d'ADN, des choses comme ça, ils se rendent compte que, en fait, ils n'ont rien. C'était de l'idéologie. Et lorsque le professeur Diop et le professeur Obenga ont commencé à matraquer, ils ont été complètement déstabilisés. Donc, à partir de là, vous vous posez la question, mais qui est l'imposteur, en fait, en réalité ? Le professeur Diop, il a dirigé un laboratoire de carbone 14, l'IFON à Dakar, qui est en liaison avec le CEA à l'énergie atomique à Gif-sur-Yvette. Il a été membre du comité scientifique donc à l'UNESCO pour la rédaction de la collection Histoire de générale de l'Afrique et même les projets de l'UNESCO contre le racisme. Le professeur Cheikh Anta Diop y a pris part puisqu'il a participé à des colloques contre le racisme. Vous voyez ? Et sans compter le fait que sa thèse de doctorat d'État, il l'a eu à Paris. Donc, est-ce qu'après ça, vous avez eu un article du professeur Diop dans Historia, dans Sciences et Vie, Sciences et Avenir ou n'importe quel magazine où on leur a donné la parole parce qu'ils ont été les vainqueurs d'un colloque international, un colloque scientifique? Non. On a interdit aux étudiants de citer les thèses de Diop ou de citer Diop dans leurs thèses. Quand Diop marchait sur un trottoir à Paris, les gens traversaient la rue parce qu'il ne fallait pas être vu à côté de Cheikh Anta Diop. Vous voyez l'affaire? Vous avez vu Aimé Césaire qui a dit oui, c'est le livre qui comptera le plus pour l'avenir de l'Afrique, mais les thèses de Diop n'ont pas été enseignées ni avant les indépendances, ni après les indépendances. Donc il y a quelque chose dans cette affaire-là qui est de l'ordre de la mauvaise foi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Concernant l'attaque qui a été faite au professeur Cheikh Anta Diop, c'est vraiment petit, c'est vraiment très petit. Vous imaginez bien que le colloque du Caire a été enregistré. Où est l'enregistrement des échanges?
Vous comprenez bien que le colloque du Caire a été filmé. Où se trouve le film du colloque du Caire? Pourquoi on cache? Pourquoi tout cela est caché? Puisqu'on dit que c'est un imposteur. Montrez les documents. Voilà que ces gens-là ont pris une raclée au colloque du Caire. Il y a eu le colloque de Barcelone auquel le professeur Obenga a participé, où il a mis une raclée. Il y a eu un autre colloque en Afrique à Dakar où ça a été encore une raclée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lors des colloques internationaux, parce que vous savez, l'attrait de l'Égypte antique, d'une façon générale, auprès des Occidentaux. Donc il y a beaucoup de débats. Mais quand on dit, c'est normal que les spécialistes africains soient présents parmi les intervenants à tous ces débats, y compris les émissions de télévision sur les chaînes de télévision françaises, parce qu'il y a eu des lettres qui ont été faites. Il existe des lettres de refus de participation des égyptologues africains aux débats qui ont eu lieu sur les chaînes nationales françaises sur la problématique de l'histoire de l'Égypte. Et aujourd'hui, où la jeunesse africaine se pose la question de ses origines historiques et adhère et comprend et est capable de défendre techniquement les thèses de Cheikh Anta Diop, parce qu'à l'époque ils étaient deux, maintenant on est très nombreux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc les choses sont pliées d'avance, parce que des spécialistes en égyptologie, on en a beaucoup. L'escroquerie, elle est à tous les niveaux. Vous avez affaire à des gens qui sont véritablement de mauvaise foi et qui viennent en retour vous traiter d'imposteurs alors que les imposteurs, c'est eux-mêmes. Vous savez que lorsque Diop a commencé à parler des Égyptiens anciens, par réflexe, on a commencé à accumuler de la documentation. Mais on n'utilisait pas les hiéroglyphes. Lorsque René-Louis Étilé-Parfait, qui est docteur en égyptologie, s'est consacré véritablement, sérieusement, à la compréhension du mode de lecture et de déchiffrage donc de ces Médounétières, voilà que nous découvrons que les images que nous avions dans ces ouvrages et les commentaires qui étaient faits de ces ouvrages étaient des commentaires complètement faux. Parce que maintenant qu'on lisait les hiéroglyphes, on se rendait compte qu'en fait, celui qui faisait les livres mentait et nous racontait des escroqueries intellectuelles sur le texte qui était figuré sur le bas-relief et sur ce que disaient les Égyptiens anciens de lui-même. Si vous ne savez pas lire l'Égyptien ancien, vous tombez dans le panneau. Donc ça a été un choc pour nous, c'est-à-dire René, Louis et moi, de découvrir que les gens nous avaient menti depuis le début. C'est là que se trouve vraiment l'imposture. C'est-à-dire qu'on abuse de vous et qu'il n'y a pas le désir de dire un minimum de vérité sur cette question-là. Le maire d'Angers m'a invité dans un débat historiographique avec des historiens. Et j'arrive, je leur dis, vous savez le problème de fond dans lequel on est aujourd'hui, c'est que vous avez des matériaux que vous utilisez, mais qui ne sont pas les vrais matériaux. Je vous prends un exemple. Prenons le testament de Jean-François Champollion. Là, c'est le scoop des scoops. Jean-François Champollion a bien vu que les Égyptiens étaient des Noirs. Il s'est bien rendu compte que tous les pharaons venaient du sud, du Soudan. Et il a écrit. Et il y a un moment, il dit « J'étais sous la tente et j'ai vu rentrer Ramsès II. » D'accord? Comment ça se fait que ces passages où il atteste de l'origine africaine, formellement, parce qu'il dit avoir vu les pharaons encore vivants dans leurs descendants au Soudan, ont été enlevés de la version française. Mais quand vous allez prendre la version qu'il y a dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, vous retrouvez toutes les pages que les Français ont enlevées chaque fois que Jean-François Champollion attestait de l'origine africaine des Égyptiens anciens. Un jour, j'étais à l'université de Toulouse quand un historien juif m'a dit « Monsieur Omotunde, comment peut-on affirmer que les Égyptiens anciens étaient des Africains et qu'ils étaient noirs ?» Je lui ai dit « Je vous écoute ». Et ce monsieur a dit « Ils avaient des pommettes hautes ». Vous savez, quand vous faites du dessin, il faut dessiner le visage des gens. C'est pour ça que Dominique Vivant-Denon, quand il dessine les statues de pharaons, tout ça, il dit ça, ce sont des Africains, ce sont des nègres. Parce que les faciès sont marqués. Quand vous êtes dans la finesse du trait, vous savez ce qu'il faut faire pour faire un sémite, ce qu'il faut faire pour faire un Européen, ce qu'il faut faire pour faire un Africain. Et au niveau de cette finesse de trait, on voit bien que là, on a affaire à un Africain. Est-ce que vous savez que la cornemuse est une invention de l'Afrique? On a trouvé des cornemuses en Égypte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Le pigeon voyageur, c'est une invention de l'Égypte noire pharaonique. Le bowling, toutes ces choses-là qui existent, là, le couteau, la fourchette, ce sont des choses qui viennent de l'Égypte noire pharaonique, de l'Afrique noire pharaonique. Il faut savoir que
Aucun noir n'a jamais appelé son pays Égypte. C'est un mot grec. Les gens appelaient leur pays Kemet ou Kemiou. Et Kemiou, comme disait René Louis Étilé, la seule façon de traduire ce terme, c'est le pays de ceux qui sont noirs. Mais comme c'est une science qui a été bâtie à l'époque de la raciologie idéologique des Lumières, on tente de donner à tous les termes litigieux une connotation occidentale qui arrangerait leur thèse. Mais un jour viendra où tout ça sera tout simplement mis à mal par une jeunesse aussi d'égyptologues occidentales qui va à un moment décider de régler définitivement cette question. Quand nous étions gamins, on avait l'habitude de nous dire que les Celtes avaient fait les menhirs, avaient construit les obélix. Et la chose, c'est que moi, depuis le début, j'ai dit que c'est totalement faux. Et que les constructions comme Stonehenge existaient déjà avant l'arrivée des Blancs en Europe. Ce qu'on vous raconte sur l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal, c'est totalement faux. Pourquoi ? Parce que premièrement, tout le monde sait qu'au musée de paléontologie de Monaco, l'homme de Grimaldi, c'est un Africain et c'est le premier habitant de la France. Et c'est le premier habitant de l'Europe. Et que même lorsqu'on a demandé à l'artiste de représenter donc cet individu, donc on appelle le nigricien véritablement, il a représenté un Africain. Vous voyez ? Bon. Mais comme ça ne plaisait pas à certains, ils ont transformé tout cela en l'homme de Cro-Magnon. On va mettre des faux cheveux sur des crânes, on va vous faire des peintures qui représentent des blancs, enfin des histoires à dormir debout, alors que tout le monde sait très bien que c'est faux. Il faut savoir que l'humanité moderne africaine a côtoyé beaucoup d'espèces qui n'étaient pas des espèces aussi abouties que son espèce. Le problème, c'est que la mensuration du squelette de l'homme de Cro-Magnon ne diffère pas de l'homme de Grimaldi. Et il y a quand même des documents qui montrent bien qu'ils sont très embêtés de voir que de part et d'autre de la Méditerranée, on trouve des squelettes qui se ressemblent et qui sont des squelettes totalement africains. Bon, là on a affaire vraiment à des imposteurs, parce que ça rentre dans le même cadre de propagande et de mythomanie historiographique. L'espèce caucasienne n'est à l'origine d'aucune invention. Rien, zéro. Et pourquoi tout le monde le sait ? Parce que les conditions climatiques, qui étaient celles de la glaciation, ne lui ont pas permis de rentrer en phase d'observation du fonctionnement de la nature. Ce sont des gens qui vivaient dans des grottes. Et c'est dans ce problème de grotte où on a défendu sa grotte contre celui qui venait, c'est-à-dire on a réduit vraiment au caractère le plus primitif ce qu'on appelle la notion d'accueil de l'autre, qui fait que le comportement de l'Européen est toujours indexé à son comportement de l'époque quand il vivait dans les grottes. Et je tiens quand même à rappeler que les grottes existent jusqu'à aujourd'hui. Moi je suis allé voir un certain nombre de grottes parce que les choses sont là, c'est-à-dire on n'a pas détruit les grottes sont là. La chose qui est extraordinaire, c'est qu'on vous présente un Néandertal blanc, alors que le Néandertal a toujours été africain. Vous avez vu que quand on a reconstitué le premier Anglais, c'est un noir. Vous voyez l'affaire ? Ils n'ont pas osé faire les cheveux crépus. Mais le problème, c'est que c'est valable pour toute l'Europe. Vous allez, même en Russie, vous cherchez le premier russe, c'est un noir. Hein, parce que les reconstitutions ont été faites. Parce que ce qui change avec il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des tests ADN. Et dans les tests ADN, on voit bien que, et les chercheurs le disent très bien, que la première occupation, l'occupation de cette période-là, du néolithique, moins 8000 et compagnie, elle est totalement africaine. Vous voyez ? Donc il y a un problème à ce niveau-là, qui est une espèce de volonté de puissance. Vous savez que Nietzsche parlait de la volonté de puissance de celui qui est faible. Ah ben c'est exactement le problème de l'Européen. Dans ce domaine-là, au lieu de prendre le discours de l'histoire des sciences globales et de montrer, comme on le dit à l'UNESCO, comment tous les peuples ont collaboré à l'éclosion de cette modernité que nous avons aujourd'hui, il veut absolument ramener ça uniquement à une œuvre qui serait celle des populations nordiques. Donc ça l'oblige à mentir et à falsifier. Tous les peuples ont développé le savoir dans leur berceau. Tout le monde. C'est-à-dire, vous cherchez ce que les Chinois ont fait, il faut aller en Chine. Si vous voulez savoir ce que les Indiens ont fait, il faut aller en Inde. Maintenant, les Occidentaux, pour savoir ce qu'ils ont fait, techniquement, il faut aller au lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est la Mongolie. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. C'est le point de départ, c'est-à-dire c'est le lieu où le groupe qui est parti en Amérique est devenu l'Amérindien, et le groupe qui a fait demi-tour devant la glaciation, eh ben, ça a donné les Indo-Européens d'aujourd'hui. Mais le problème de fond, c'est que c'est le seul peuple
qui n'a pas de berceau. Vous voyez ce que ça veut dire par là? C'est un peuple qui n'a pas de berceau en tant que berceau de savoir, de connaissances et d'élaboration je dirais, de références scientifiques. Quand ils arrivent en Grèce, il y a un phénomène qui est très important que j'ai voulu souligner tout à l'heure. C'est qu'il y avait des Noirs qui vivaient là. Ce sont ces Noirs-là qui ont fait les menhirs, qui ont fait les dolmens, qui ont fait tout ça. Mais ce sont ces Noirs-là aussi qui ont fait le latin. Parce que le latin est une langue bantoue. Et il faut savoir que beaucoup de linguistes européens comprennent les langages, notamment des Dogons, dans leur langue maternelle. Je pense à ce professeur linguiste basque qui a avoué qu'en écoutant parler dans un documentaire les Dogons, s'est dit mais je comprends parfaitement ce qu'ils disent. L'Européen, dans sa croisade contre la vérité, est capable de raconter tout et n'importe quoi. Il y a une chose quand même qui est relativement aberrante, c'est que quand nous étions à l'école, on me disait que les Européens, quand ils sont arrivés en Afrique, ils sont tombés sur des sauvages, donc des individus totalement primitifs. En cherchant l'homme le plus riche du monde, les économistes américains sont tombés sur un royaume, le royaume du Mali, et c'est pas n'importe quel royaume, puisqu'à l'époque, le royaume du Mali était considéré comme le plus puissant et le plus grand royaume du monde. Et le souverain du Mali, Kanka Moussa, qui a fait ce déplacement au Caire, et s'est déplacé avec 6000 tonnes d'or. Il a fait chuter le cours de l'or pendant 10 ans. Et comme les cours ne se remettaient pas, il a fallu lui-même qu'il rachète l'or de manière à stabiliser les cours. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est que si on a un souverain qui est le souverain le plus riche du monde et qui fait un tel voyage, on voit bien que, premièrement, l'idée qu'une Afrique primitive aurait été celle que les Européens auraient rencontrée en arrivant, c'est faux. Deuxièmement, la notion d'un roi le plus riche du monde, avec de l'or, des pierres précieuses qui auraient discuté avec des pacotilles, c'est aussi faux. On va retrouver dans ce royaume les grandes institutions d'études, l'astronomie, l'écriture, l'architecture, donc il va notamment au niveau de l'architecture pisée en terre. Ah ben, c'est un royaume qui va donner ses lettres de noblesse à cette architecture. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je suis toujours un promoteur de cette architecture parce qu'elle est adaptée au climat. Puisque à l'ère où on parle de problèmes de matériaux de construction, je pense qu'il faut respecter la vision des anciens quand on construit dans des climats où on a une chaleur excessive à l'extérieur et ce matériau permet d'avoir une fraîcheur extraordinaire à l'intérieur. On ne remet pas en question l'intelligence occidentale, mais on dit simplement que quand on raconte l'histoire de telle ou telle science, l'histoire de tel ou tel objet, il ne faut pas oublier de mentionner l'Afrique. Nous, on a monté un institut, qui est l'Institut d'Histoire à Niger, de manière à permettre aux gens d'avoir la documentation. Je pense que les jeunes, surtout, doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas rester passifs devant de telles attaques, devant un tel comportement éhonté, qui a pour vocation véritablement de nuire à la vérité et de créer des antagonismes entre les peuples humains. Et qu'il faut arriver à tourner la page de cette raciologie. Et qu'aujourd'hui, les matériaux historiographiques que nous disposons ne valident pas les thèses racistes. Il faut bien le comprendre. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on a déjà beaucoup avancé, puisque le problème ne se situe plus là aujourd'hui, mais tout simplement de bâtir nos humanités classiques africaines. C'est là où se trouve cette réalité, c'est ce que nous faisons à l'Institut d'Histoire à Niger. Voilà.